Chapitre 3. La maison. On s'est amassé chez ma sœur comme dans un poulailler, dans une maison incompréhensible qui défiait le sens commun et la géométrie euclidienne. Pas de plafond pour la majeure partie et ressemblait aux décombres d'une cité disparue. Les propriétaires avaient mis la maison sous location avant d'achever la construction et nous avaient fait la fausse promesse que le toit serait posé la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, le siècle prochain, le jour du jugement dernier. 2 chambres décapotables, la cuisine c'était une blague, et les égouts, les toilettes. Ma sœur, en vraie marocaine, voulait absolument avoir une chambre d'hôte, le séjour des invités. Il fallait que sur les 2 chambres, l'une reste inoccupée. Une habitude marocaine, mais vraiment pourrie, qui n'a aucun sens, et encore moins chez nous. Normalement, la maison devrait être un espace de vie, et non un musée en attente de visiteurs. Je n'ai jamais aimé le chichi, protocole, le côté m'as-tu vu et l'hypocrisie des Marocains. Chambre d'hôte. Te saigner les 4 veines par devoir d'hospitalité. Ou encore quand tu es invité à boire un verre de jus de fruits, tu dois en boire la moitié seulement pour ne pas passer pour un crevard. Mais ça, ce n'est rien du tout à côté de quand ma tante se pointait sans prévenir avec son troupeau pour passer l'été chez nous. Notre carnet de crédit chez l'épicier Bob Rahim se remplissait alors d'une série de chiffres plus longs que toutes les équations de la physique quantique réunies. Mais malgré tous les efforts consentis, cela n'empêchait pas les invités de te pourrir par derrière. Le Marocain te montre un visage avenant, mais te poignarde dans le dos. Du coup, il ne restait d'habitable que la chambre conjugale. Ce qui veut dire que nous autres, les laissés pour compte, nous devions dormir à même le sol, dans le patio, à la belle étoile. Ce patio, s'il n'y avait pas les 4 murs autour, ça serait comme dormir dans la rue. Ce patio était situé exactement sous le trou de la couche d'ozone. On dormait donc aux 4 vents, et nos corps devenaient un fast-food à ciel ouvert pour les insectes qui infestaient le marais voisin. Et au top, les blattes volantes. Elles seules suffiraient à convaincre quiconque en douterait encore que Dieu est le meilleur des comploteurs. Elles tombaient sur nous comme les sauterelles des 7 plaies d'Égypte. Balèzes, n'avaient peur de personne et préféraient s'attaquer aux yeux. Certaines nuits d'été, il était impossible de dormir. Et c'est pas fini. Le peu qui manquait pour nous faire détester le jour de notre naissance nous était donné par les moustiques. Des moustiques ayant subi des mutations génétiques tellement rares que si les scientifiques en avaient eu vent, ils auraient créé des centres de recherche exprès chez nous pour les étudier. La blatte volante et le moustique fou étaient donc nos visiteurs quotidiens. Mais au-delà de ça, il y avait du trafic en permanence à la maison, que l'on y soit ou pas. Ma sœur et son mari ne ménageaient pas leurs efforts. Et le maigre salaire de mon beau-frère devait payer le loyer, l'eau, l'électricité et nourrir 6 bouches. Comment une existence pareille aurait pu laisser la place à une vie conjugale normale? Le romantisme se suicide. Franchement, je me demande encore comment ils arrivaient à assouvir leurs besoins sexuels d'une manière décente dans une chambre quasi vide et avec, de l'autre côté du mur, une tripotée de réfugiés. On payait 210 dirhams de loyer par mois. Nous, on payait. Mais parmi nos voisins, il y en a qui n'ont pas payé 1 dirham en 10 ans. Il suffisait qu'à chaque visite du proprio, ils sortent tous armés de couteaux et de poêles à frire. Si on réfléchit bien, on comprend leur situation. Comment pourrait-on payer un loyer alors qu'on n'a même pas de quoi manger? Le père de cette famille était très âgé, mais travaillait encore comme serveur dans un café peu fréquenté. Ce boulot était sûrement un prétexte pour ne pas basculer franchement dans la mendicité. Tous ses enfants avaient quitté l'école avant le certificat d'études et firent tous carrière dans le crime. Le seul reproche que je ferais à ses parents, c'est la ribambelle d'enfants qu'ils me remontent, sachant pourtant qu'ils ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Quand je revenais de l'école, il y avait généralement personne. Mais on ne m'avait pas donné les clés pour des raisons évidentes. Quand j'étais tout seul, la consommation de savon traditionnel de la maison explosait. La masturbation. Du coup, en attendant, j'allais chez les voisins, manger du pain rassis. Ils arrosaient le pain d'un peu d'huile de tournesol et le grillaient. La première fois que j'ai partagé ça avec eux, j'ai compris que tout était relatif dans la vie. Quand on pense qu'on vit dans la merde, sois-en sûr qu'il y ait pire que soi.
Notre bol alimentaire était basé essentiellement sur les produits suivants. Le thé et le thé. Il est vraisemblable que j'ai ingurgité l'équivalent de 1000 tonneaux de thé pendant mon enfance. Mais attention, je parle pas du bon thé à la menthe fraîche, mais je parle plutôt de thé vieux de 2, 3 jours, à la couleur qui passe du noir au rouge et enfin au rose. Tout ce qui était considéré comme normal dans le régime alimentaire des gens, les œufs, amandes, produits laitiers, bananes et les fruits en général, je ne faisais qu'en entendre parler. L'avantage du taudis où on vivait, c'est que ça ne serait venu à l'idée de personne de nous cambrioler. Le vol avec effraction était une pratique courante dans le quartier, et de surcroît moralement acceptée. Il était courant que tu rentres chez toi pour te retrouver nez à nez avec des cambrioleurs en train de faire la cuisine. Nous n'avons jamais été cambriolés, pour la simple raison qu'il n'y avait rien à piquer chez nous. Et quand bien même ils t'en prendraient l'envie, les effluves des égouts auraient raison de toi, à t'en faire oublier jusqu'à la raison de ton effraction. Les égouts étaient un problème sans fin. Nous, les enfants du Marais, étions habitués à tel point qu'on a inventé moult choses autour du thème des égouts. Une fois par an, plusieurs riverains rassemblaient la somme de 40 dirhams pour louer les services d'un travailleur à la tâche, un damné de la terre, pour dégager les canalisations. Ce jour-là était pour nous une bénédiction. Entre le trou à creuser, les câbles et les eaux usées, l'horizon s'ouvrait à toutes sortes d'aventures bellariotiques. Rdefa, la proprio, une sotte prétentieuse de première catégorie de Sidi Slimane, aimait à venir tuer le temps toute la journée chez nous. Ma sœur l'aménageait pour qu'elle n'augmente pas le loyer. Le temps qu'elle passait avec nous n'était qu'ordre et sommation. « Éteins la lumière, ferme la porte. Sors voir qui crie dehors. Tu ne vas pas te taire ?» Le jour où elle nous a loué la maison, elle nous a forcés à égorger un coq en offrande aux esprits du lieu. Je me souviens encore des éclaboussures de sang, les superstitions, l'ignorance et le sous-développement, quoi. Rdefa était stérile et tous ses maris décédés. Son trop-plein d'instinct maternel, elle le déversait sur moi. Elle passait son temps à m'étouffer en me disant de l'aimer, dans son accent campagnard typique. Hubbini, hubbini. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que aimer, hubbini, voulait dire embrasser dans son bled. En fait, elle voulait des baisers. Peut-être que c'est comme ça que j'ai attrapé mon penchant pour les cougars, jusqu'à finir marié à l'allemande, plus tard dans ma vie. La maison était truffée de pièges, qui pouvaient sinon te tuer, du moins t'handicaper à vie. Le piège le plus dangereux était le tas de câbles électriques. Il était encore plus dénudé que Mia Khalifa. Dès qu'il y avait une coupure de courant, on pouvait être sûr que quelqu'un s'était fait électrocuter.